Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne et de poursuivre mon énumération des brillants esprits qui, au XIXe siècle, par leur découverte, ont contribué à l'avènement de la photographie. Pour ceux qui ont échappé au premier chapitre, je leur offre une nouvelle chance d'en prendre connaissance en cliquant là-haut. Les plus assidus se souviendront que j'en étais resté à l'évocation du français Jacques-Louis Mandé Daguerre, à l'origine du daguerréotype, premier procédé photographique produisant des images positives stables et détaillées. Voyons maintenant quelles sont les voies alternatives empruntées par ses contemporains et successeurs pour capturer la réalité et la fixer durablement. Parallèlement au développement du daguerréotype, l'anglais William Henry Fox Talbot, érudit et savant, commence en 1834 la production de dessins photogéniques. Il recourt pour cela à une feuille de papier trempée dans une solution de chlorure de sodium, comprenez du sel de mer, qu'il laisse sécher. La seconde étape consiste à sensibiliser ce papier en y déposant un mélange d'eau et de nitrate d'argent. Il y pose ensuite ses sujets, feuilles d'arbres, dentelles ou autres objets et expose le tout à la lumière du jour. Sous l'action du chlorure d'argent, le papier devient noir sur les parties exposées tandis que les parties masquées demeurent claires. Là où son compatriote Wedgwood avait échoué à stopper le processus de noircissement, Talbot trouve le moyen de fixer son image avec une solution de sel très concentré. En août 1835, avec ce procédé, il parvient même à produire, grâce à une petite chambre obscure, un négatif de son château. En septembre 1840, il découvre qu'après une exposition très brève, son papier apparemment vierge porte en réalité une image latente contrastée, en négatif, révélée par un mélange de solutions d'acide gallique et de nitrate d'argent. Mieux encore, après un temps de pause d'une dizaine de secondes à la lumière du soleil, ce négatif permet d'obtenir par contact avec une autre feuille enduite un nombre quasi illimité de positifs. Ce procédé de tirage dit sur papier salé sera largement employé jusqu'en 1860. Ainsi naît le calotype et avec lui, grâce à son double état négatif-positif, le principe de reproductibilité de la photographie argentique. Beaucoup moins riche en détails que le daguerréotype, il le surpasse toutefois en de nombreux points, notamment la simplicité de sa mise en œuvre, la souplesse de son utilisation et sa moindre fragilité. Ces atouts lui assureront la faveur des photographes amateurs pendant de nombreuses années. Si les noms de Daguerre et Talbot passent à la postérité, celui d'Hippolyte Bayard, leur contemporain, se fait injustement plus discret. Pourtant, en mars 1839, il parvient de manière magistrale, s'appuyant sur son procédé de négatif, à produire sur papier des images positives directes de grande qualité. En juin de la même année, il montre même au public, à l'occasion d'un salon de peinture, une trentaine de tirages. Il s'agit là de la toute première exposition photographique. Injustement relégué au second plan par les autorités scientifiques, qui lui préfèrent Daguerre, il réalise en 1840, en guise de protestation, son autoportrait en noyer, signant la première photographie de fiction. En 1842, un brillant astronome et chimiste anglais, John Herschel, s'intéresse lui aussi à la photographie. Il réussit à mettre au point un procédé non argentique, puisque faisant appel à des sels de fer. Le cyanotype, c'est son appellation, permet d'obtenir par contact avec un négatif ou un objet, un positif sur feuille de papier. Il se distingue par une couleur bleu de Prusse parfaitement reconnaissable. Cette propriété chromatique séduit alors quelques photographes pictorialistes, tandis qu'elle rebute ceux en recherche d'un rendu réaliste. Le cyanotype, peu coûteux, va essentiellement trouver son emploi dans la reproduction de notes, de plans et dessins industriels. On retiendra également de ses travaux la découverte majeure, dès 1819, de l'action du thiosulfate de sodium sur les sels d'argent, qui deviendra dès lors le fixateur des images argentiques. En 1850, Abel Niepce de Saint-Victor, fils du cousin germain de l'illustre Nicéphore,
introduit le procédé à l'albumine. Il est le premier à utiliser une plaque de verre comme support d'acquisition. Il y applique, après agitation et filtration, un mélange de blanc d'œuf, d'iodure de potassium et de chlorure de sodium. La sensibilisation à la lumière s'obtient par trempage dans un bain de nitrate d'argent. Ce procédé produit des négatifs de haute qualité, mais les temps d'exposition de 10 à 20 minutes le limitent au paysage et aux vues d'architecture. En 1851, le sculpteur et calotypiste Frederick Scott Archer met au point le procédé au collodion humide. Il étale une préparation liquide de collodion sur une plaque de verre, puis la sensibilise juste avant l'exposition grâce à une solution de nitrate d'argent. À l'issue du développement, il obtient un négatif sur verre. Ce procédé conjugue une précision d'image s'approchant du daguerréotype et surtout une reproductibilité jusque-là réservée au calotype. Sur la base de cette technique du collodion humide, quelques déclinaisons vont voir le jour. Reprise et modifiée par James Hanson Cutting en 1854, elle délivre, lorsque présentée sur un fond sombre, un positif direct appelé ambrotype. À partir de 1852, Adolphe Alexandre Martin présente le ferrotype. Il s'agit d'un positif direct sur une plaque de fer. Son procédé, peu fragile et économique, va connaître un essor considérable aux États-Unis sous le nom de tintype. Il en sera produit des millions pendant la guerre de sécession. On peut considérer que le ferrotype rend pour la première fois la photographie accessible au plus grand nombre. Hélas, ces techniques impliquent une préparation du support juste avant l'exposition, puis un traitement immédiat après la prise de vue, obligeant le photographe à transporter avec lui son laboratoire. L'ensemble du processus doit être accompli en moins de 15 minutes, soit avant que la plaque ne sèche, d'où l'appellation de collodion humide. En 1871, un médecin londonien, le Dr Richard Leach Maddox, prépare une émulsion de sel d'argent dans une solution de gélatine. Il l'étale ensuite sur une plaque de verre et la sèche. Ainsi naît la plaque sèche au gélatino-bromure d'argent. Elle peut être d'une part stockée jusqu'au moment de la prise de vue, d'autre part traitée de manière différée. Propriété qui constitue une véritable révolution propice à de nouvelles pratiques photographiques. En 1878, Charles Bennett découvre que le chauffage prolongé de l'émulsion avant qu'elle ne soit déposée sur la plaque améliore considérablement la sensibilité. En 1880, un certain George Eastman s'inspire des travaux de Bennett et expérimente dans la cuisine de sa mère de nouvelles formules. Il parvient à mettre au point un procédé et une machine d'induction des plaques. Il fonde alors avec deux associés l'Eastman Dry Plate Company, devenant l'un des plus grands fabricants de plaques sèches en Amérique. Bien plus pratiques et maniables que les plaques au collodion humide, celles au gélatino-bromure d'argent n'en sont pas moins lourdes et fragiles. En 1885, Eastman toujours introduit un nouveau support révolutionnaire, un négatif papier en rouleau, enduit d'une émulsion de gélatine négative rapide, c'est-à-dire sensible. Utilisé avec des adaptateurs dans les appareils à plaques, il réduit de manière spectaculaire le poids et l'encombrement des matériels photographiques. En 1889, il fabrique la première pellicule commerciale non plus sur papier, mais sur celluloïd transparent. 3 ans plus tard, naît l'Eastman Kodak Company. En cette fin du XIXe siècle, la grande boucle de l'argentique est loin d'être bouclée. L'amorce de la bobine est même prête à être tirée par ces amateurs qui, par millions, vont pouvoir s'emparer de la photographie. Alors que se profile la conclusion et l'heure de la sortie, je perçois les spécialistes, les érudits, les pointilleux chuchoter entre eux et regretter que je n'ai pas soufflé mot des techniques alternatives de tirage sur papier albuminé, au platine, au palladium, à la gomme bichromatée, au charbon et j'en passe. J'aurai l'occasion de les aborder plus tard car pour l'heure, je me dis assez pataugé dans les chimies. Intéressons-nous aux dispositifs permettant d'apprivoiser la lumière, de la doser, de la guider vers une surface sensible et de restituer les sujets dans leurs détails. Vous l'avez compris, je vous parlerai dans le prochain épisode des procédés photomécaniques, autrement dit de l'appareil photographique.
À ce propos, je vous présente mes deux invités du jour qui ont sans doute excité votre curiosité. Je vous suggère, pour être informé de la disponibilité de mes prochaines productions modestes mais passionnées, de penser à vous abonner et, tout aussi important, à cliquer sur la petite cloche. Je vous dis prenez bien soin de vous, espérant vous retrouver bientôt ici, en pleine forme.